Le 3 septembre 1939, peu après 17 heures, les Français apprennent que leur pays vient de déclarer la guerre à l'Allemagne d'Adolf Hitler. Du jour au lendemain, des millions d'hommes sont mobilisés dans l'armée. Des millions de familles se séparent. Des millions de civils s'apprêtent à affronter un conflit sans précédent. Les Français font face à l'un des plus effroyables régimes de l'histoire. Ils pourraient le vaincre. Leur armée, depuis la victoire de 1918, est réputée la première du monde. Elle surpasse l'armée allemande. Elle a plus de soldats, plus de chars, plus de canons. Un puissant allié, le Royaume-Uni, et les ressources d'un immense empire. À ce moment, les Français sont loin d'imaginer l'inconcevable. 9 mois plus tard, ils subiront une défaite foudroyante, après laquelle rien ne sera plus comme avant. Que s'est-il passé pendant les 9 mois de la drôle de guerre? Cette longue attente avant la bataille qui a mené la France à la catastrophe. Comment les Français ont-ils vécu ces heures sombres? Comment ont-ils fait face à l'Allemagne nazie? Allez, faites un beau sourire à la caméra. À la fin de l'été 1939, sous un exceptionnel soleil, les Français sont en vacances. Ces images d'insouciance traduisent mal les sentiments qui les animent. Cet homme qui s'amuse est un colonel qui profite du moment avant les épreuves. Les jeux de cet enfant témoignent des préoccupations des parents. Ce père de famille lillois qui se filme à la campagne sait que malgré ses 40 ans, son fils, sa femme enceinte et son commerce, il peut être mobilisé dans l'armée à tout instant, comme des millions d'autres. Le monde est au bord du gouffre et nul ne l'ignore. Cet été-là, loin des plages françaises, Hitler masse ses troupes à la frontière polonaise. Après avoir annexé la Tchécoslovaquie au début de l'année, il exige maintenant une partie de la Pologne, le couloir de Danzig, pour le Troisième Reich. Le 23 août, coup de théâtre. Hitler signe avec son ennemi de toujours, Staline, un pacte de non-agression qui lui permet d'attaquer la Pologne avec le soutien soviétique. Les Français savent tous que leur gouvernement s'est engagé à défendre la Pologne à tout prix. C'est protégé par la France. Conscients de vivre des heures cruciales, ils sont nombreux à avoir un même réflexe, témoigner. Leurs lettres, leurs journaux intimes
Leurs carnets nous révèlent leur état d'esprit au jour le jour. Hélène Opnaud, femme d'un diplomate, s'alarme depuis longtemps du danger hitlérien. Dans son journal intime, elle note « Courte nuit. J'ai rêvé qu'une grande masse de volonté humaine, brûlante comme une boule de feu, roulait jusqu'au pied d'Hitler et le tuait. Grande angoisse. L'existence même du pays est en jeu. On attend. Tout le monde attend, chacun à sa manière. Jean Malaquet, 31 ans, en vacances dans l'Oise, vit de petits boulots et aspire à devenir un grand écrivain. Pacifiste convaincu, il n'a aucune envie d'aller se battre. Je me décide à commencer ce cahier, sentant que cette fois, la guerre, nous n'y échapperons pas. Je suis encore avec Gali, dans une paix que seule trouble les guêpes autour des tilleuls. Mais je sais que mon heure approche. Et je me répète, la guerre, la guerre, la guerre. Le 27 août, un homme écrit à sa femme, encore en vacances dans le Midi. Ma chérie, Paris reste vide et on peut faire du 100 à l'heure. Les informations ne sont pas bonnes. À vrai dire, on ne peut rien faire. Ce qui est grave, c'est qu'Hitler semble rester sourd aux rares avertissements qui lui parviennent. Cet homme est le colonel Louis Rivet. À 56 ans, il dirige les services secrets français. Ne t'affole pas en apprenant le rappel de réservistes qui va être affiché demain matin. Les fous sont à l'œuvre et je n'augure rien de bon. Ce qu'il redoute se produit 3 jours plus tard. Le 1er septembre, à leur retour de vacances, peu avant la rentrée des classes, les Français apprennent qu'Hitler a attaqué la Pologne. Par les actualités, ils découvrent épouvantés la violence de l'agression. À l'aube, l'armée allemande envahit la Pologne sans déclaration de guerre. L'aviation bombarde sauvagement les villes ouvertes, faisant des milliers de victimes. Varsovie ne sera bientôt plus qu'un monceau de ruines fumantes. À Danzig, 200 héros polonais assiégés dans la Westerplatte se battent jusqu'à l'épuisement. La Wehrmacht écrase les villes sous les bombes, sans épargner les civils. Maintenant, le gouvernement français va-t-il, comme il l'avait annoncé, engager le pays dans cette guerre? Jean Malaquet a dû se résoudre à abandonner son beau jardin et ses manuscrits. Avons regagné Paris en voiture de location avec 2 couples de rencontres. Au courant de tout et de rien. Ce que feront, ne feront pas les Polacs, les Boches, les Amerlocs, les Angliches. Plus les inévitables Yaka et si j'étais le gouvernement. Un habitant du village de Beaujolais note « Nous vivons dans une attente fiévreuse des événements. De grand matin, on se précipite sur les journaux et on ne manque aucune des émissions de la radio. On se doute bien de ce qui va arriver, mais on veut espérer quand même jusqu'au dernier moment. » Le 3 septembre 1939, il écoute à la radio, comme des millions de Français, la courte allocution du président du Conseil, Édouard Daladier. Faisons la guerre parce qu'on nous l'a imposée. Sur cette terre de liberté, où le respect de la dignité humaine
trouve de ces derniers refuges. Vive la France! Au nom des valeurs françaises, de la liberté et des droits de l'homme, le gouvernement de la France, quelques heures après son allié britannique, déclare la guerre au Troisième Reich d'Adolf Hitler. Dans chaque ville, dans chaque village, des affiches annoncent la mobilisation de tous les hommes âgés de 18 à 48 ans. Dans un petit hameau de l'Oise, une habitante écrit « Le silence accueille la nouvelle. Chacun courbe le dos. Pas de chant patriotique. Pas de paroles grandiloquentes. » Comment ne pas le comprendre? 20 ans seulement après une hécatombe qui fait 1 400 000 morts, les Français sont de nouveau en guerre contre l'Allemagne. « 40% de ces hommes appelés aujourd'hui sous le drapeau a déjà combattu. » Un capitaine se souvient s'être trouvé face aux mêmes affiches en 1914. En 14, les visages n'étaient pas les mêmes. Il y avait de l'enthousiasme, tandis que là, les gens sont réfléchis. Ils pensent à tout ce qu'ils vont quitter. Refaire une guerre au bout de 20 ans pour les mêmes individus, c'est dur. Le précédent conflit mondial devait être le dernier. Il a nourri une hantise de la guerre et un profond pacifisme. Un an auparavant, ce pacifisme a conduit les Français à plébisciter les accords de Munich, signés par Édouard Daladier, et à abandonner la Tchécoslovaquie à Hitler. Aujourd'hui, la foule qui accueille ce même Daladier à l'occasion de sa première apparition publique après son discours, comment va-t-elle se comporter? Elle l'acclame. Le sentiment d'être menacé par l'Allemagne l'emporte désormais sur le refus de la guerre. Un avocat parisien, Maurice Garçon, 50 ans, résume bien l'opinion générale en écrivant dans son journal ce 3 septembre. Nous ne pouvons reculer toujours. À laisser écraser les Polonais comme nous avons laissé prendre les Autrichiens et les Tchèques, nous serons bientôt l'objet des mêmes réclamations. Il faut mettre un frein à un ambitieux qui n'est plus animé que par un désir d'hégémonie et de conquête. Un paysan originaire de la Creuse ne pense pas autrement. Les Allemands ne cessent de chercher querelle à tout le monde. Ils veulent tout prendre pour eux. Plus on leur cédera, plus ils réclameront. Cela ne peut plus durer. Dans les bureaux d'enrôlement, les volontaires, dont de nombreux étrangers, affluent. L'un des tout premiers sondages politiques menés par l'Institut IFOP reflète cet état d'esprit. À la question « La France doit-elle répondre par la force à l'attaque de la Pologne ?», les Français sont 76% à répondre « oui ». Le monde politique est à l'unisson. Habituellement divisés, les partis, cette fois, font bloc. De droite à gauche, en l'absence des communistes, mis hors la loi pour leur soutien au pacte germano-soviétique,
les députés approuvent le choix de la guerre à l'unanimité moins une voix. Hors du Parlement, à cette apparente union nationale, se joignent aussi bien les syndicats de gauche que les ligues d'extrême droite, tous unis contre l'ennemi héréditaire. Dans les jours qui suivent l'entrée en guerre, 5 millions d'hommes, un quart de la population masculine, convergent des 4 coins de France vers les gares du pays. Bien souvent, ils ne disposent que de quelques heures pour quitter les leurs, pour longtemps, et peut-être pour toujours. Le commerçant lillois a fermé sa boutique de draps. Il dit longuement adieu à sa femme et à son fils de 7 ans. Des millions d'enfants disent au revoir à des pères sans toujours comprendre ce qu'il se passe. La petite Anne Jacquemart, 6 ans, se trouve à Cambrai. Je regarde mon père, j'ai du mal à le reconnaître. Il est bizarrement habillé. Il porte un étrange petit chapeau pointu qu'il appelle son calot. Papa me prend dans ses bras. Ma grande fille, il va falloir être bien sage. À la hâte, les citadins ferment un magasin, transmettent d'ultimes consignes. Les paysans terminent les travaux des champs. Et tous ont juste le temps de boucler leurs valises. L'un d'eux écrit. Chez chacun, le spectacle est le même. Les valises béantes, quelques photographies, la dernière course en taxi, les paroles inutiles, les questions maladroites et les réponses idiotes. Jacqueline Boisard, une trentenaire parisienne, cadre dans une entreprise, accompagne Gare de l'Est un ami de longue date, Jacques. J'ai les jambes coupées. Il y a foule. Les pères en uniforme, les mères et les enfants accrochés à eux. Pas de rire, seulement un désespoir qui étouffe. Engagé à 18 ans dans la Grande Guerre, blessé à Verdun, son ami Jacques se confie à elle. Il me dit qu'il ne compte pas du tout revenir de cette nouvelle guerre, et cela me semble douloureusement logique. Témoin de la scène, un officier fait alors promettre à Jacqueline d'épouser son ami s'il revient vivant. Sur le quai de la gare, elle en fait le serment. Malgré les sacrifices et les angoisses de chacun, nul ne se soustrait. Aucun mouvement de panique, aucune protestation, aucun incident ne se produit. Les déserteurs sont une poignée, à peine 0,1% des mobilisés. Le colonel Rivet observe cette effervescence. À sa femme, il écrit « Ma chérie, l'ère des abandons et des lâchetés est close. J'aurai un rôle qui nourrira ma joie d'éviter à nos enfants cette bonne petite servitude dont Hitler rêve pour eux. Je ne m'attendais pas non plus à être bombardé dictateur du courrier et du téléphone. » Le chef des services secrets se voit en effet confier la surveillance à grande échelle des appels téléphoniques et du courrier postal.
Pour les autorités, ce nouvel outil de renseignement vise à sonder en permanence l'état d'esprit des Français mobilisés. Car dans cette guerre, leur morale représente un facteur décisif. Ils ne sont pas des pions, mais des citoyens dont on attend qu'ils risquent leur vie. Pour l'heure, les premiers rapports sont favorables. En Haute-Savoie, on observe « Le moral est bon, on accepte la guerre sans enthousiasme, mais avec conscience de la gravité du moment. Aucune parole défaitiste. Hitler est jugé comme le responsable. Mais, dans le Rhône, on tempère. Quelque chose d'intermédiaire entre la résolution et la résignation. » Des millions d'hommes sont conduits vers les casernes, souvent à l'est, non loin de la frontière allemande. Pour ces civils, se transformer en soldats n'a rien d'évident. Jean Malaquais découvre la caserne de Bar-le-Duc et sa nouvelle vie de militaire. Chacun de haper au vol, ses casques et calots, culottes et capotes, vestes et ceinturons. Rien ne vous va. Tout est trop large ou trop étriqué, si bien qu'un marché de troc s'improvise. Il n'y a que le Lebel, un fusil d'avant le déluge à ce que j'entends, qui ne fasse pas l'objet d'échanges. Ça, je te le tripote et je te l'inspecte, sur quoi plus d'un déballe ses exploits de chasse mirobolants. Un commandant s'est fendu d'un laïus. Beaucoup d'entre vous ne reviendront pas. Pour d'autres, en revanche, flotte un air de vacances. La gaieté règne jusqu'au bout. Sans les effets militaires, on ne se croirait pas en guerre, écrit à sa famille un postier devenu caporal. Puis, ces millions de Français en armes partent vers le front. En ce début septembre, la réussite de cette gigantesque mobilisation renforce encore un peu plus la confiance des Français dans leur armée. L'entrée en guerre est un sacrifice consenti non seulement par les soldats, mais par toute la population. Ceux qui restent à l'arrière, comme on dit dès lors, les femmes, les personnes âgées, les enfants, trouvent des villes et des villages désertés. Un vieux Parisien écrit dans son journal « Théâtre, cinéma et grands cafés ont fermé leurs portes. Les passants ont, pour la plupart, les yeux rougis, le visage inquiet. La vie économique a été brusquement interrompue. Tout est désorganisé. » Dans une France encore très agricole, la main-d'œuvre vient à manquer, à peine remplacée par les femmes et les anciens. L'Alsace et la Moselle payent une fois encore leur tribut à la guerre. 600 000 personnes sont évacuées des zones proches du front et envoyées vers le sud-ouest. Dans les grandes villes, les bâtiments comme la cathédrale de Reims ou la place des Victoires à Paris sont hâtivement protégés. Les civils vivent dans la peur des bombardements.
qu'un avion de reconnaissance allemand s'approche de Paris et l'on court vers un des 40 000 abris de la capitale. Hélène Opnaud en fait l'expérience. C'est ma première alerte. J'ai cru à la sirène d'une péniche. Ordre et calme, plaisanterie des locataires et des passants venus se joindre à nous. Nous fraternisons à l'ombre du danger. Les Parisiens se montrent stoïques, mais tous ont une hantise. Que les Allemands utilisent ces gaz de combat apparus lors de la guerre précédente. Chaque civil est tenu de garder à portée de main son masque à gaz. Même les enfants, à leur manière, sont mobilisés. Par crainte des bombes, des dizaines de milliers de petits Parisiens ou originaires des villes du Nord sont envoyés vers les campagnes. C'est le cas de Anne, la fillette qui a vu son père partir. Elle quitte Cambrai pour le Touquet, chez ses parrains. La guerre me mène dans des endroits que je n'aime pas. Je voudrais que mon papa soit là. Au début, il nous écrivait tous les jours. Ces lettres deviennent de plus en plus rares. La France entière s'est mise en ordre de bataille. Désormais, chacun attend le début des combats tant redoutés. Le 7 septembre, 5 jours après la déclaration de guerre, des troupes françaises pénètrent en Allemagne nazie, dans la Sarre. Elles prennent un territoire de 8 km², ne rencontrant qu'une faible résistance. Les meilleures unités de la Wehrmacht et tous ces blindés lourds sont occupés loin de là, en Pologne. Le bassin industriel de la Ruhr est à portée de canon. N'est-ce pas l'occasion idéale de poursuivre l'offensive? Pourtant, 2 semaines plus tard, le 21 septembre, les soldats reçoivent l'ordre de se replier. Cet ordre émane de ce petit homme de 68 ans, le général Gamelin, en visite sur le front. S'il a mené cette opération, c'est uniquement pour honorer la promesse faite aux Polonais d'attaquer l'Allemagne si leur pays était agressé. À ses yeux, il n'est pas question de lancer une grande offensive contre le Troisième Reich. Maurice Gamelin a la très lourde responsabilité de mener la guerre contre Hitler. Il commande l'armée française ainsi que les 400 000 hommes du corps expéditionnaire britannique. Notre cœur est toujours avec vous, pour le même idéal. Non seulement l'intégrité de nos patries, mais le droit pour les hommes et pour les peuples de vivre libres. Gamelin, en France comme à l'étranger, est considéré comme l'homme de la situation. Ce magazine américain le présente même comme le militaire français détenant le plus de pouvoir depuis Napoléon. Le commandant en chef a une réputation de brillant stratège, sorti major de Saint-Cyr dans un pays qui révère les grandes écoles, auteur d'un essai sur l'art militaire dans un pays qui admire les écrivains.
Un soldat qui croise son chemin écrit plus tard à sa femme et à sa fille « Ayons confiance en Dieu et en nos chefs qui feront de leur mieux pour vaincre ces barbares. » En principe subordonné au Premier ministre Daladier, il garde jalousement la main sur la conduite de la guerre. Comme toute la hiérarchie de l'armée, Gamelin tire son autorité et son prestige de la victoire de 1918. Il était alors jeune général et appartient à une génération désormais âgée, restée aux commandes depuis lors. Cela fait 1 mois que la guerre est déclarée. Sur le Rhin, les Français ont fait sauter les ponts. Devant l'un des sols encore intacts, sur l'autre rive, ils observent les forces ennemies. Jean Malaquais se trouve en première ligne. Voilà 3 jours que je n'ai rien noté. Rien ne se passe. Rien n'arrive. Où est la guerre? Quid des charges, des bombardements? Que dissimule ce calme de mauvais augure? Après avoir écrasé l'armée polonaise en 3 semaines, Hitler attend maintenant que la Wehrmacht, désorganisée par sa campagne de Pologne, soit prête à attaquer. Il craint l'armée française. Toutefois, il s'appuie sur des généraux jeunes et novateurs qui ont pris la place de leurs aînés vaincus en 1918. Du côté français, les soldats reçoivent de leur commandant en chef l'ordre de renforcer les fossés anti-chars, les barbelés, les fortifications, tout au long des centaines de kilomètres du front. La pierre angulaire de ces défenses est une ligne continue de blocos, qui des Alpes au sud de la Belgique s'étire sur 200 km. La gigantesque ligne Maginot, faite de millions de mètres cubes de béton, accapare 200 000 soldats. Leur vie sous terre y est pénible et routinière. Mais ces fortifications ne font pas moins l'objet d'une intense communication. Tout à l'heure, en remontant la grande rue, je vous ai vu. Fermez vos portes, barricadez vos granges, enfermez vos bestiaux. Eh bien, croyez-moi, la France peut, elle aussi, à n'importe quel moment, fermer ses portes et faire jouer ses verrous de sûreté. C'est une brèche qui nous a valu 4 inventions en moins de 100 ans. Aujourd'hui, la ligne Maginot nous met à l'abri de toute attention malveillante. L'avocat parisien Maurice Garçon note: que vaut cette fameuse ligne Maginot? Au cinéma, j'ai vu un film de propagande. C'est une horlogerie, un chef-d'œuvre de conception. Les canons sortent de terre, montés par ascenseur. À l'intérieur, on se promène en chemin de fer. Mais que vaudront ces perfectionnements quand les gros canons y enverront des tonnes d'acier? Je me méfie des belles inventions des militaires. Tout cela, je ne le dis pas. Je le confie à ce seul cahier avec le désir de me tromper.
Maurice Garçon n'est sans doute pas le seul à s'interroger ainsi. Mais autant qu'une fortification militaire, la ligne Maginot représente un symbole. Une muraille imprenable derrière laquelle on attendra l'ennemi. Les Français sont résolus à faire la guerre à Hitler, mais pas à n'importe quelle condition. Un ancien poilu de Verdun, l'historien Marc Bloch, écrit à son fils mobilisé qui lui a fait part de son impatience: « Quand on a vu les massacres de 1915, on n'est pas prêt à les regretter. Aujourd'hui, on ménage plus raisonnablement le sang des hommes. » Il fait écho à un slogan popularisé par Daladier: « Économiser le sang des Français ». Le public constate avec satisfaction que notre état-major semble résolu à ne pas déclencher à la légère une grande offensive, confirme un rapport des services de renseignement. Une autre raison explique le large soutien à cette stratégie. De nombreux Français estiment que la patrie ne peut que se défendre. Attaquer en premier, ce serait se comporter comme Hitler, en agresseur. Face à la perspective d'une attaque allemande, les chefs militaires français et leurs alliés britanniques ne sont toutefois pas inactifs. Le 17 novembre se réunit un conseil de guerre interallié. Chacun ici sait bien que la ligne Maginot n'empêche pas toute invasion. Une carte suffit pour constater qu'elle s'arrête avant la frontière belge. C'est pourquoi les stratèges estiment que c'est précisément par là que les Allemands pourraient attaquer. En ce cas, le plan de Gamelin consisterait à envoyer aussitôt en Belgique ses meilleures divisions, à y repousser l'ennemi, puis à contre-attaquer victorieusement jusqu'en Allemagne. Le plan d'Île-Bréda est adopté par le pouvoir français ainsi que par les Britanniques. Même le bouillant Churchill, alors ministre de la Marine, l'approuve. Dans ses mémoires parus après-guerre, il se souvient: « Personnellement, j'étais également persuadé de la supériorité de la défensive, à condition qu'elle fût conduite d'une manière énergique. À l'arrière, 3 mois après l'entrée en guerre, l'absence de combat finit par atténuer l'angoisse des premiers temps. Un Parisien note dans son journal: « Les récits des premiers permissionnaires fortifient les civils. C'est une guerre d'un genre nouveau. Jamais l'un des adversaires n'osera attaquer l'autre. Tout ça finira par une paix de compromis. La vie parisienne reprend, les restaurants refusent du monde. Huîtres, langoustes, poulets et gâteaux sont à des prix à peine modifiés. Les mets abondent, car pour maintenir le moral, aucun rationnement n'est imposé, contrairement à ce que connaît l'Allemagne. » Malgré le couvre-feu, les salles de spectacle sont de nouveau autorisées en novembre. Pour tenter d'oublier la guerre, Maurice Garçon, l'avocat parisien, renoue avec sa vie d'avant, à quelques différences près.
Il n'y a plus de vestiaire pour qu'on puisse filer plus vite en cas d'alerte. On garde les masques à gaz sur les genoux. Quand la représentation est finie, un phonographe nasillard joue la Marseillaise. Les spectateurs l'écoutent avec gravité et s'en vont contents de cette petite manifestation patriotique. Devant le Moulin Rouge s'affiche un slogan qui conforte la population. Nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts. Cela peut sembler incroyablement présomptueux, pas pour les Français d'alors. Ils observent toute l'affiche. Le Troisième Reich est cerné par deux immenses empires coloniaux, le français et le britannique, habituellement concurrents et cette fois présentés comme un seul bloc. Confiance encore et toujours. Matériel, usines, réserves d'or et réserves de toute nature sont et resteront de loin les plus abondants dans le camp des Alliés. Nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts. Bilan réconfortant. La presse dit que l'empire colonial permettra de mener la guerre en toute sécurité jusqu'à la victoire, veut croire un commerçant parisien. L'empire, répétons, regorge de matières premières inépuisables, de denrées et d'hommes. Ces hommes, ce sont les 400 000 tirailleurs sénégalais, spahis, goumis algériens, qui viennent renforcer les troupes. C'est cela aussi la promesse d'économiser le sang français. Le colonel Rivet, le chef des services secrets, écrit à sa femme « Je suis en retard pour t'embrasser. J'ai beaucoup à faire, mais je suis d'excellente humeur. Tout marche à souhait. Hitler se brisera contre un bloc plus fort que lui et déterminé à en finir. On y mettra le temps qu'il faudra. Ce sera long, ce sera dur, mais on vaincra. » Pour vaincre, Rivet et les chefs militaires comptent non seulement sur l'Empire, mais aussi sur un blocus drastique imposé à l'Allemagne. Les marines françaises et britanniques, les deux plus puissantes du monde, cherchent à étrangler économiquement le Troisième Reich, qui déjà manque de blé, de coton, de fer et de caoutchouc. On espère ainsi priver Hitler des moyens de faire la guerre et peut-être même pousser la population allemande à se soulever, comme elle le fit en 1918. En somme, les Français, marqués par les 4 années de la guerre précédente, se préparent à un long conflit. Le temps joue pour nous est le credo du moment. Un temps que le général Gamelin veut utiliser pour préparer son armée à une possible confrontation. Face à une armée allemande moderne, il réclame plus de chars, plus de canons et surtout plus d'avions, le principal retard de la France. Lors de la déclaration de guerre, elle ne possédait que 450 chasseurs, souvent anciens, face à 1800 bombardiers allemands. Alors, toutes les grandes entreprises industrielles sont mises au service de l'armée. Comme Renault, Peugeot, le métallurgiste Schneider. Une course à l'armement est lancée, dont les combattants sont les ouvriers. Remplaçant les hommes partis au front,
ce sont fréquemment des ouvrières, ou bien encore des jeunes. Albert Brunet a 18 ans. Certificat d'études en poche, il entre à l'usine Saurer à Suresnes. La production de camions est entièrement achetée par l'armée. Albert écrit régulièrement à sa fiancée Simone, 17 ans, envoyée à la campagne en septembre. C'est le matin que c'est arrivé. Devant ma machine, j'ai eu comme des étourdissements. L'air est fortement intoxiqué, ce qui nous rend très mal. Je vous dirais aussi que depuis la guerre, on fait 60 heures. Alors le soir, on est exténué et on est bien content de se reposer. Si Albert s'épuise à la tâche, c'est que l'industrie française vieillissante accuse un retard face à l'Allemagne. C'est pourquoi, dans les usines d'armement, le travail hebdomadaire est porté à 60 heures, 6 jours sur 7. Les syndicats, dont la puissante CGT, ont accepté, au nom de la patrie en danger, la suspension des acquis sociaux de 1936, parmi lesquels la semaine de 40 heures. Quant au Parti communiste, influent dans les usines, il est discrédité par le pacte germano-soviétique. Ses militants sont parfois molestés par les ouvriers. Fin novembre, Simone répond à son fiancé. Ne vous cassez pas en morceaux, que je puisse vous retrouver lorsque je reviendrai. Je voudrais que la guerre soit terminée pour retourner auprès de vous, faire notre petit tour de chaque soir. Je termine là ma lettre, et je maudis les grands, fauteurs de guerre, qui nous ont fait éloigner l'un de l'autre. Moi aussi, je voudrais que la guerre soit finie pour mieux vous connaître. Vous avez raison de maudire les fauteurs de guerre, mais eux aussi ont une raison de la faire. C'est de gagner de l'argent aux dépens des peuples. Nous n'y pouvons rien du tout. Nous sommes trop petits, surtout vous. Ne vous fâchez pas. Les idées d'Albert sont sans doute partagées par d'autres que lui, même s'il vaut mieux les taire, car critiquer l'effort de guerre peut coûter cher. Dans ces dures conditions, les ouvriers français font leur devoir. On ne comptera pas plus d'une poignée de désobéissance collective durant ces mois. L'effort industriel porte peu à peu ses fruits. Chaque mois, 300 chars sortent des usines. Le manque d'avions est plus lent à combler. Mais la parité avec l'Allemagne est prévue pour 1941, au plus tard 1942. Le temps travaille pour nous, répète-t-on. Mais le temps ne travaille-t-il pas aussi pour l'ennemi? Lui aussi fait tourner ses usines et masse toujours plus de troupes de l'autre côté de la frontière. Ces chars que l'on possède en plus grand nombre que l'ennemi, encore faut-il les utiliser efficacement. Comme le montrent ces manœuvres en Lorraine, le haut commandement les destine essentiellement à protéger les fantassins. Leur autonomie est limitée. On n'a pas jugé bon de les doter de liaisons radio et de réserves d'essence suffisantes. Les jeunes officiers comprennent que les chars, tout comme les avions, changent la manière de faire la guerre. Et ils savent que les Allemands, eux, l'ont bien compris. Un colonel, commandant l'une des rares unités blindées, adresse note sur note à ses supérieurs.
Les moteurs combattants peuvent rompre toutes les lignes de fortification. Les chars ennemis employés en masse comme il se doit seraient capables de surmonter nos défenses. Le conflit qui est commencé pourrait bien être le plus étendu, le plus complexe, le plus violent de tous ceux qui ravagèrent la Terre. Fin novembre, le président Lebrun, en visitant l'Est, fait un détour pour passer en revue l'unité de cet officier, Charles de Gaulle, qui a fini par se faire remarquer des milieux dirigeants parisiens. Vos idées me sont connues, mais il est trop tard pour que les Allemands les appliquent, assène-t-il au colonel de Gaulle. En France, il n'est jamais simple de contester les certitudes de plus âgés, de plus gradés, de plus reconnus. Le généralissime Gamelin dirige la guerre depuis son quartier général, abrité dans un château du Moyen-Âge à Vincennes. Gamelin dédaigne les prédictions d'un simple colonel. Il a étudié de près l'attaque allemande contre la Pologne. Cet exemple ne peut être érigé en règle, assure-t-il. Selon lui, l'armée française est trop puissante pour que les chars et les avions d'Hitler puissent rééditer leur guerre éclair. Le commandant en chef a tranché. Personne, pas même ses généraux, n'a plus son mot à dire. Telle est l'armée française. Extrêmement centralisée et bureaucratique. Elle dissuade les initiatives. En décembre, un hiver glacial s'abat soudain sur la France et sur les hommes au front. Cela fait maintenant 4 mois que cette unité patrouille chaque jour dans le nord des Vosges. Le calme est parfois troublé par des combats aériens, des tirs d'artillerie ou des escarmouches de commando. La jeune Parisienne Jacqueline Boisard reçoit des nouvelles de Jacques, l'homme que sur un quai de gare elle a promis d'épouser, s'il revenait. Ces lettres me cassent le moral. Un de ces hommes a été tué. Des Allemands se montrent de l'autre côté de la ligne. Nos canons les abattent, comme au fusil. Certes, depuis septembre, cette guerre de basse intensité a coûté la vie à près d'1 millier de soldats français. Mais c'est bien peu aux yeux d'hommes à qui on a raconté l'enfer de la Grande Guerre ou qui l'ont vécu eux-mêmes. Un ancien poilu, le journaliste Roland d'Orgelès, écrit « Ah, c'est une drôle de guerre, m'explique un soldat. C'est à qui essaiera de prendre son voisin à revers, une vraie partie de cache-cache. À certains endroits, je me suis approché à 100 mètres du Boche sans essuyer un coup de fusil. » Rapporté par d'Orgelès, l'expression « drôle de guerre » connaît un succès immédiat. La situation paraît d'autant plus étrange que la majorité des millions de soldats mobilisés, cantonnés à distance du front, vit une routine fort peu guerrière.
Désœuvrés, ces soldats, près de Reims, en viennent même à se filmer en train de jouer à la guerre. La correspondance avec les familles occupe les longues soirées d'hiver. Un caporal alsacien, forgeron dans le civil, écrit une carte postale. La situation en général, nous n'en savons exactement rien, moins que rien. Les journées se passent à jouer aux cartes, au ballon ou à rêvasser dans la paille en attendant d'aller dîner. Jean Malaquais, le jeune écrivain, n'a toujours pas quitté son cantonnement en Lorraine, à 40 km du front. Même lui, qui redoutait tant de partir à la guerre, en vient presque à souhaiter qu'elle survienne. Ennui, lassitude. Ah, vivement quelque chose, une avalanche, un raz-de-marée. La guerre, enfin. La fatigue des corvées, l'abrutissement peu à peu m'envahissent. Et quel sentiment d'inutilité. En plus, Malaquais vient d'apprendre que son premier roman a remporté un prix littéraire. Il préférerait être loin de là, comme beaucoup. Un soldat se désespère de savoir sa femme malade et son magasin périclité. Il confie au journaliste d'Orgelès qu'on nous renvoie chez nous puisqu'on ne sert à rien. On reviendra quand il faudra. La démoralisation gagne toute l'armée. À une situation inédite dans l'histoire militaire, l'état-major essaie d'apporter des réponses tout aussi inhabituelles. Chaque soldat se voit offrir une séance de cinéma par semaine et parfois des spectacles. Dans ce contexte, la qualité des rations est jugée de la plus haute importance. Un soldat français dispose de 7 fois plus de viande qu'un Allemand. Le caporal alsacien s'en amuse. Ici, ne vous frappez pas, c'est toujours la même petite vie avec suralimentation. Quand je pense que Nénette me parle de cartes de rationnement à l'arrière, ça me fait rigoler. En effet, tous ces vivres, comme ces 400 000 bœufs consommés chaque mois par les soldats, sont réquisitionnés au détriment des civils à l'arrière. Albert, le jeune ouvrier de Suresnes, en plus de son travail épuisant, a maintenant un nouveau sujet de mécontentement. Les commerçants augmentent leurs marchandises tous les jours. Avec leurs jours sans viande, on ne sait plus quoi manger. Et des fois, le soir, on mange un morceau de pain et du fromage. Et c'est tout. Sa fiancée Simone, depuis le sud de la France, lui répond. Ici, c'est à peu près pareil. C'est vraiment un rude hiver. Il faut espérer que la paix viendra bientôt nous délivrer. Le manque de main-d'œuvre désorganise l'économie. Le prix du charbon de chauffage double. La misère s'étend. Un rationnement se met en place, comme le relate une femme à son filleul sur le front. Vous parlez d'un sale truc. On ne pourra même plus manger beaucoup de pain. On nous a déjà supprimé la pâtisserie, après la viande, et maintenant il faut faire un tas de complications pour manger n'importe quoi et pour se chauffer aussi. Quand donc la guerre finira-t-elle ?
de nombreux Français n'acceptent plus de se priver pour une armée qui ne combat pas. Les services d'écoute téléphonique s'inquiètent. Les conversations sont empreintes soit d'un pessimisme extrême, soit d'une véritable méfiance à l'égard des pouvoirs publics. Certains prennent conscience du danger de cette drôle de guerre. Pendant cet hiver 1939, le colonel de Gaulle adresse une longue lettre à un ministre acquis à ses idées, Paul Reynaud. À mon avis, l'ennemi ne nous attaquera pas avant longtemps. Son intérêt, c'est de nous laisser cuire dans notre jus. Il attendra que l'actuelle stagnation mécontente l'armée et le peuple français. Il attaquera quand cette passivité prolongée aura entraîné chez nous un fléchissement moral. Malgré les sourires de circonstance, ce Noël 1939 est bien triste, pour les soldats comme pour leurs familles. Les plus chanceuses voient revenir en permission un mari ou un père, pas la petite Anne Jacquemart au Touquet. Tout serait parfait si papa était là. Le Père Noël aussi est en guerre? Il passera quand même? C'est long, la guerre. L'année 1940 commence. Les Français unis et résolus 4 mois plus tôt, désormais doutent. Cette drôle de guerre suscite la perplexité jusque chez les dirigeants politiques. Au Parlement, la stratégie attentiste de Daladier et de Gamelin est critiquée. Les partisans de l'apaisement avec Hitler donnent de la voix. Un sénateur, Pierre Laval, proclame « C'est nous qui avons déclaré la guerre pour sauver la Pologne, et la Pologne est détruite. Or, nous ne gagnerons pas la guerre par le blocus, ni en enfonçant les lignes allemandes. » De leur côté, les tenants d'une stratégie plus offensive autour de Paul Reynaud cherchent eux aussi à renverser Daladier. Hélène Opnaud, la femme de diplomate qui rêvait l'été précédent de terrasser Hitler, confie maintenant à son journal « Confuse situation politique. Pendant des événements dont l'issue décidera du sort de la France, il n'y a à la tête du gouvernement que des hommes qui se haïssent et ne cherchent qu'à se nuire. Ce climat délétère doit beaucoup aux crises économiques et politiques des années 30, qui ont vu prospérer des mouvements extrémistes et populistes. Ces fractures françaises se reflètent parmi les soldats. Cantonné à Rethel, Valentin Feldman l'observe avec inquiétude. Ce brillant philosophe, ancien militant communiste, s'est engagé volontairement malgré une malformation cardiaque. La propagande chuchotée des communistes explique que la guerre actuelle est avant tout une guerre anti-soviétique. Les conversations fusent. La guerre est un non-sens. Elle est faite pour le compte de ceux qui ne la font pas. De son côté, l'extrême droite a longtemps clamé plutôt Hitler que Blum. Feldman surprend ce dialogue qu'il rapporte mot pour mot. Une victime de la guerre, voilà ce qu'on est, mon vieux. Tandis que les profiteurs de toujours, les Lévy et les francs-maçons, tout ça c'est la finance internationale, Blum, l'intelligence service et Hitler, tout ça c'est pareil. Ce sont des inventions des forces occultes qui font la guerre. Cette guerre-là n'est pas comme les autres. C'est une guerre du pognon. Et nous,
on manque de pognon. Ces Français gagnés par le défaitisme sont une minorité. Mais ces divisions, ces confusions sont entretenues et amplifiées par la propagande nazie. Depuis l'autre rive du Rhin, des haut-parleurs répètent « Voulez-vous mourir pour la finance ?» ou encore « Vos femmes vous font cocu avec les Anglais ». Des avions larguent des tracts jusqu'à Paris. La France aux Français. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers auditeurs, vous savez mieux que nous. Une radio allemande propage en français fausses nouvelles et rumeurs sans que les autorités ne parviennent à brouiller les ondes. Un Parisien remarque « La censure n'a jamais arrêté les mauvaises nouvelles. Elle leur donne seulement une saveur de fruits défendus. » Donc, notre ennemi héréditaire prend la parole chaque soir à 9h15 dans les foyers français. Le général Gamelin a adressé aux généraux commandants en chef sur le front une circulaire secrète dont voici le texte. L'opinion a la hantise d'une 5e colonne de traîtres et voit des espions partout. En conséquence, la police rafle et interne les indésirables, les citoyens allemands qui bien souvent fuient le nazisme, ou encore les apatrides. La propagande officielle se montre à l'image de la stratégie militaire, passive et sans grande audace. Confiance encore, confiance toujours, confiance totale. Par ces mots d'ordre, les actualités cinématographiques encadrées par les autorités tentent de galvaniser. Les populations savent pouvoir s'en remettre à l'invincible force, à l'inégalable puissance de moyens de la fraternité d'armes franco-anglaise. Vaillants, confiants en leur matériel, les soldats de 1939 sont en tout point dignes de leurs aînés de 1914. Jean Malaquet se moque. Le commentaire est héroïque. La voix du speaker vibre de trémolo et les hommes ricanent. Eux savent ce qu'il en est au juste, quant à leur allant, à leur mordant, etc. Grâce à sa force tranquille, L'historien Marc Bloch, lui, déplore cet optimisme irritant et grossier, et par-dessus tout, l'impuissance de nos gouvernants à définir honnêtement leur but de guerre. L'avocat Maurice Garçon écrit « Voulons-nous abattre Hitler ? Nous lui avons déclaré la guerre, et après plus de 6 semaines de guerre, nous ne l'attaquons pas. Nous vivons en vase clos. On nous distille ce qu'on veut que nous pensions. À la vérité, on ne sait rien de ce qui se passe en Allemagne. Pourquoi ? A-t-on si peur que nous ayons peur ? » Garçon est clairvoyant. Les Français sont peu informés de ce qu'est le nazisme. Ainsi, un soldat en permission filme ce cinéma qui projette l'un des rares films de toute la drôle de guerre consacré à l'idéologie nationale-socialiste. Tant qu'il sera au pouvoir, Hitler ne cessera d'escalader des cadavres. Tiens, voilà, là. Des milliers d'hommes sont arrêtés et internés dans des camps de concentration où ils sont soumis à un travail de bagnard 17h30 par jour. Wir werden sterben, aber Deutschland muss leben, jetzt und immer. À la réalisation de ce rêve insensé, il est prêt à sacrifier des millions d'êtres humains. Pour ne pas risquer de raviver les divisions au sein de la société, la propagande officielle n'évoque jamais l'antisémitisme.
Ce qu'une majorité de Français est déterminée à combattre, c'est l'Allemagne, plus que le nazisme. L'ennemi héréditaire qui menace le pays, plus que l'idéologie hitlérienne qui menace l'humanité. Sur le front, la fin de l'hiver apporte un peu de réconfort aux soldats. Depuis 7 mois, Maurice Pégon, vendeur dans le civil et cinéaste amateur, est stationné dans le massif des Ardennes. Le temps passe lentement, mais il s'estime chanceux. Son secteur est tranquille, son régiment est vieillissant et mal équipé, la région peu défendue. L'état-major de Gamelin juge infranchissable ce massif escarpé situé à la jonction de la ligne Maginot et des grandes armées du Nord. À Paris, le 19 mars, le chef des services secrets, le colonel Rivet, apprend soudain l'existence d'un nouveau plan ennemi. Un jeune général, Manstein, aurait proposé à Hitler une manœuvre audacieuse. Après l'attaque par la Belgique attendue par les Français, les surprendre par une offensive massive à travers les Ardennes. Rivet se précipite à Vincennes en informer Gamelin. Le chef des services secrets présente ces informations au généralissime. Une source haut placée au sein de la Wehrmacht. Des repérages allemands des ponts et des routes des Ardennes. Mais le chef de l'armée n'est pas homme à changer d'avis. Il reste sourd à cet avertissement, comme à ceux qui suivront. Il ne consent à renforcer les Ardennes que d'un maigre bataillon. Rivet, impuissant, note ces quelques mots lapidaires dans son carnet de bord. Compte rendu verbal au général Gamelin sur renseignement de la nuit. Puis il invite sa famille à déjeuner à son QG, au soleil, comme s'il voulait profiter de la vie pendant qu'il est encore temps. À l'arrivée du printemps, le dénouement semble enfin approcher. Le 9 avril, 8 mois après l'entrée en guerre, 25 000 Français appuyés par les Britanniques partent à l'assaut des troupes allemandes en Norvège. Les Alliés veulent renforcer le blocus en stoppant les importations de fer allemandes qui transitent par le port de Narvik. L'opération est approuvée par le récent successeur de Daladier, Paul Reynaud, réputé plus combatif. Sur le moral des Français, cette rupture de la routine a un effet considérable. Les écoutes téléphoniques le confirment. On y voit les prémices de la victoire. Le moral est en hausse. On se sent renaître. Se prend à espérer Hélène Opnaud. Chacun le sent, une drôle de guerre s'achève. Étrange alternance de détermination et de découragement. La France est-elle prête? Vaincra-t-elle parce qu'elle est la plus forte?
Ou bien toutes les faiblesses apparues les mois précédents scelleront-elles son sort? À ce moment-là, tout paraît encore possible. Le 10 mai 1940, Hitler juge son armée enfin prête au combat. À 4 heures du matin, il attaque la Belgique et la Hollande au moyen du premier parachutage massif de l'histoire. Après 9 mois d'attente, 1 million de soldats français appartenant aux meilleures unités se lancent en Belgique à la rencontre de la Wehrmacht, conformément au plan de Gamelin. Le généralissime leur adresse ce message. L'Allemagne engage contre nous une lutte à mort. Les mots d'ordre sont courage, énergie, confiance. Dans un premier temps, l'armée stoppe l'avance allemande au centre de la Belgique. Un sous-officier écrit « Les Belges nous acclament. Nous sommes tous fiers d'être un soldat français, celui qui rouspète toujours, mais qui est invincible. » Le fiancé de Jacqueline Boisard commande un de ses bataillons entrés en Belgique. J'ai reçu une carte de Jacques disant « Nous marchons toujours ». Puis plus rien. Je suis terriblement anxieuse. Le 13 mai dans la nuit, un jeune capitaine, André Beaufre, est appelé en urgence au QG de l'armée. Il se souvient. J'entre dans un salon très peu éclairé. L'atmosphère est celle d'une famille où l'on veille un mort. Au téléphone, un commandant répète d'une voix douce les renseignements qu'il reçoit. Les autres se taisent. L'adjoint de Gamelin, le général Georges, est en larmes. Une immense colonne de panzers allemands soutenue par des milliers d'avions vient de franchir les Ardennes, supposées infranchissables. Elle parcourt 120 km en 2 jours, une vitesse jamais atteinte par une armée, écrasant toute résistance sur son passage. Le soldat Maurice Pégon, rare survivant parmi ses camarades, est fait prisonnier. Le plan Gamelin se transforme en piège. Le gros de l'armée française entrée en Belgique est pris en tenaille, dans une gigantesque nasse, par les Allemands qui foncent vers la Manche. Le 15 mai à Vincennes, le colonel Rivet voit un commandant en chef défait, tétanisé par l'effondrement de ses prévisions, indécis sur la conduite à tenir. Rivet note laconiquement dans son journal de bord « Gamelin est très préoccupé par l'avance foudroyante des Allemands. On se prépare à faire face. » Mais les insuffisances du commandement apparues pendant la drôle de guerre ont maintenant un effet désastreux. Gamelin et ses généraux mettent 2 jours à organiser la contre-attaque. 2 jours de trop, quand il faudrait réagir en 1 heure, au rythme des Allemands. Sur le terrain, les communications sont déficientes. À Sedan, un général attend un ordre écrit au lieu d'agir sur le champ. Ailleurs, des divisions entières restent l'arme au pied,
ne recevant aucune instruction. 4 jours après la percée des Ardennes, la brigade blindée du colonel de Gaulle est envoyée au nord de Reims pour mener une contre-attaque. La veille, de Gaulle écrit à sa femme « Ma petite femme chérie, me voici en pleine bagarre. J'ai confiance. Cependant, il faut s'attendre à tout. Assure-toi très discrètement d'un moyen de transport éventuel. » Il remporte une victoire sans lendemain, car les unes après les autres, les contre-attaques échouent à stopper la progression ennemie, faute de stratégie cohérente, faute de chars utilisés comme il se devrait, faute d'avions en nombre suffisant. Les soldats sont débordés par les panzers, et surtout par des nuées de Stuka, contre lesquelles ils ne peuvent rien. Près d'Arras, un officier décrit. Des hommes courent comme des fous. Le moindre bruit d'avion les plonge dans un état voisin de la folie. Des mois durant, on leur a répété qu'ils appartenaient à la première armée du monde, commandée par les meilleurs. Alors comment ne pas comprendre maintenant leur panique et leur fuite? En Moselle, un colonel rapporte. Un tirailleur agonise. Un autre, grièvement blessé, m'explique qu'il n'y a pas moyen de casser tank avec fusil. Lorsqu'ils tomberont entre les mains des Allemands, près de 3000 tirailleurs africains seront massacrés, au nom des théories racistes des nazis. Malgré tout, nombreux sont les soldats qui tentent de résister, coûte que coûte. Parmi eux, certains doutaient les mois précédents du sens de cette guerre. Près de Sarreguemines, Jean Malaquais, le pacifiste, un brin cynique, se bat pour obéir à ses chefs, sauver sa peau, celle de ses camarades, ou par défi. Brusquement, nous sommes aux avant-postes de l'enfer. Infernal mêlée de chars et d'avions piqueurs. Un peu de notre dignité avilie remonte au jour. Comme si la mort avait des vertus purificatoires. À Dunkerque, fin mai, plusieurs milliers de Français payent de leur vie des combats acharnés contre des Allemands 4 fois plus nombreux. Ils parviennent ainsi à protéger le rembarquement des Britanniques et l'espoir d'une poursuite de la guerre. Contrairement à un mythe entretenu par le régime de Vichy, l'armée française s'est battue. Elle perdra 60 000 hommes pendant la bataille et tuera presque autant d'ennemis. Mais le courage ne suffit pas. Cette guerre que l'on prépare depuis des mois est jugée perdue en une semaine. Le 18 mai, Gamelin, qui veut cesser les combats, est limogé, remplacé par le général Weygand, tout aussi impuissant. À bout de souffle, le gouvernement fait appel au maréchal Pétain, comme un ultime recours, et songe déjà à quitter la capitale. Marc Bloch écrit « Nos ministres nous ont mal préparés. Le haut commandement les y a peu aidés. Mais rien ne trahit plus la mollesse d'un gouvernement que sa capitulation devant les militaires. Ce régime était donc faible. » Début juin, la population ignore encore la gravité de la situation.
rassuré par ses dirigeants et par une propagande toujours aussi lénifiante. Même après les premières bombes sur Paris. La force allemande a été très durement éprouvée et nos armées, dont le moral est élevé plus que jamais, sont prêtes à affronter de nouveaux combats. Cette épreuve... Jacqueline Boisard se rend comme chaque jour à son bureau, inconsciente du danger. Un officier me demande ce que j'attends là. Partez au plus vite. Nous avons les Boches au cul. Alors elle fuit, précipitamment, vers la Loire, se mêlant aux populations qui par vagues arrivent du nord. À mesure de l'avancée allemande, les civils subissent de terribles bombardements, faisant des milliers de victimes, comme ici à Rouen. Anne, la fillette réfugiée au Touquet, écrit « Parrain arrive en catastrophe. Il faut partir. Partir où ? Demande grand-mère. Pourquoi faire ? Ma grand-mère se signe. Je voudrais bien que mon papa soit là. » Plusieurs millions de Français fuient sur les routes, dans le plus grand chaos, affamés, bombardés. Parmi eux errent 90 000 enfants perdus ou abandonnés. Ces Français croisent une armée en déroute qu'on leur avait présentée comme invincible. Après avoir échappé au mitraillage de sa voiture, Jacqueline Boisard atteint Orléans. Sur la route après Orléans, un sous-officier me demande « Où en est-ce » Lorsque je réponds qu'ils sont derrière moi, il se met à pleurer. Nous échangeons un long regard. Je suis troublée de voir cet homme en larmes. Cette défaite foudroyante, autant qu'inimaginable, sidère les esprits. L'effondrement des certitudes, le sentiment d'une confiance trahie rendent tout possible. Même ce qui aurait paru impensable les mois précédents. Français, je fais à la France le don de ma personne. Un des vainqueurs de la Grande Guerre peut réclamer l'armistice à l'Allemagne nazie le 17 juin. Valentin Fellman entend son appel en Bourgogne où s'est replié son régiment. Un cri strident. L'armistice, les gars, v'là l'armistice. Ils sont tous contents d'avoir sauvé leur peau. Et tous de s'imaginer qu'une paix hitlérienne va leur permettre de retourner à leur fromage. Hélène Opnaud est parvenue à Bordeaux, où s'est réfugié le gouvernement. La France est entre les mains d'un vieillard émasculé. Une nouvelle politique se prépare. Elle sera la revanche de tous les aigris, les ratés, les défaitistes. Tout est possible. 1 800 000 soldats d'une puissante armée qui s'est bien battue, mais fut mal commandée, peuvent être faits prisonniers. C'est le sort de Jean Malaquais, au tout dernier jour des combats. Le lieutenant nous demande de nous débarrasser de nos armes, de garder notre dignité. On l'écoute en silence. Quand il nous serre la main, ses yeux s'embuent. La guerre, pour nous, est finie.
l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés. Et nous sommes... Un simple colonel, tout juste promu général, peut depuis Londres appeler à la résistance, au nom de la France et des idées qu'il a prêchées en vain. La défaite française a été causée par la force mécanique. Une force mécanique supérieure nous permettra d'avoir la victoire. Tout est possible. Une grande nation civilisée peut s'apprêter à vivre sous la botte d'un régime barbare. Jacqueline Boisard s'est réfugiée chez ses parents dans un village du centre de la France. Le bruit des voitures allemandes nous réveille. Je regarde à la fenêtre. Mon père demande « Alors comment est-ce » Et je lui réponds « C'est le film de l'arrivée des Allemands en Tchécoslovaquie, mais en couleur. » Tout est possible. Un général français peut s'asseoir en face d'Hitler, dans le wagon symbole de la victoire de 1918, pour n'avoir pas compris la guerre d'après. Ce jour-là, le 22 juin 1940, le colonel Rivet adresse à sa femme une dernière lettre. Ma chérie, je n'ai pas le courage de regarder cet effondrement. Je songe à nos chers petits. Nous valions mieux que ça. Nous leur devions autre chose que cette imbécile catastrophe. On n'a plus de mots. Nous sommes abreuvés de honte. Nous n'avons pas été vaincus. Nous nous sommes suicidés. Jacqueline Boisard retrouvera Jacques à son retour du Stalag et l'épousera. Valentin Feldman entrera dans la résistance avant d'être fusillé par les nazis. Albert et Simone se marieront en 1942. Le colonel Rivet dirigera les services secrets de Vichy tout en préparant secrètement la revanche. Il luttera ensuite avec l'armée américaine pour libérer la France. La petite Anne retrouvera son père en bonne santé. Jean Malaquet, fait prisonnier, s'évadera et deviendra un écrivain reconnu. Hélène Opnaud s'exilera puis reviendra en France après la guerre. Le général Gamelin sera emprisonné en Allemagne avant d'être libéré en 1945. Il ne reconnaîtra jamais ses erreurs. L'historien Marc Bloch, devenu résistant, sera assassiné par la Gestapo.